Les matins de France Culture, Guillaume Erner. En réponse à l'apparition du variant Omicron, la France a décidé d'annuler les vols vers et depuis l'Afrique australe, mais refuse pour autant de fermer ses frontières, privilégiant la stratégie du rappel vaccinal. Depuis le début de la pandémie, la fermeture des frontières a pourtant été systématiquement brandie comme réponse à la diffusion du virus, sans que son efficacité, comme on le voit, n'ait été véritablement attestée. Quoi qu'il en soit, ce virus aujourd'hui redéfinit les rapports de force géopolitiques. Alors pour en parler, nous sommes avec le politologue spécialiste de relations internationales et directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, Bruno Tertrais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes senior fellow à l'Institut Montaigne et on vous doit notamment une nouvelle édition de l'Atlas des frontières, murs, migration, conflits aux éditions Les Arènes. C'est avec Delphine Papin et puis en duplex de Lyon, Bruno Lina. Et donc, voici Bruno Tertrais. On me dit que la liaison n'est pas établie avec Bruno Lina, mais Bruno Tertrais, vous êtes là. Et cette manière donc de redéfinir la géopolitique, ne serait-ce que parce que aujourd'hui le pays qui est sous le feu de l'actualité, c'est l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, mais c'est en Afrique du Sud qu'a été détecté pour la première fois le variant Omicron. Aujourd'hui, de quelle manière ce pays peut-il rebattre la géopolitique des forces au sein de cette région, et que révèle finalement cette manière de se focaliser sur ce pays ? Je crois que c'est beaucoup plus facile politiquement de couper les liens aériens, au moins provisoirement, avec un pays d'Afrique australe, assez lointain de la plupart des grandes zones industrialisées du monde, même si ça n'est pas du tout un pays sous-développé, que ça n'aurait été si ce variant, au lieu d'être sud-africain ou botswanais, avait été un variant allemand ou breton. Je vous rappelle qu'à un moment, on a même parlé d'un variant breton. Cela aurait pu arriver ailleurs, nous le savons, et le fait que ça arrive en Afrique du Sud, en Afrique australe, ça rend effectivement cette interruption de liaison aérienne beaucoup plus facile politiquement et pratiquement à accepter. Alors bien sûr, les Sud-Africains sont furieux et disent « nous n'avons pas de raison d'être singularisés », d'autant plus que l'OMS ne recommande pas à ce stade, effectivement, l'interruption des liaisons aériennes. Je crois qu'on aurait été, en Europe, extrêmement fâchés vis-à-vis de nos gouvernants si eux n'avaient pris aucune mesure. Donc on peut aussi comprendre que la mesure du précaution qui consiste à interrompre provisoirement ces liaisons aériennes ait été prise. Et alors, si on va au-delà donc de l'Afrique du Sud, comment peut-on imaginer le nouveau rapport de force qui est en train d'instaurer donc cette pandémie avec à la fois l'influence chinoise, on en parlait il y a quelques instants, mais aussi avec les rapports de force entre les États-Unis, la Russie d'une part et la Chine d'autre part, Bruno Tertrais? Alors, le virus a été, on l'a souvent dit, un extraordinaire accélérateur de tendance. Et c'est vrai que la première conséquence géopolitique, à mon sens, ça a été, on le voit tous les jours, d'accélérer, de confirmer cette tension entre la Chine et une grande partie du monde, les États-Unis en particulier, mais pas seulement. Je rappelle non seulement, bien sûr, que le virus a une origine chinoise, mais qu'il y a eu immédiatement des effets politiques sur la manière dont l'Organisation mondiale de la santé a géré la question. La question de Taïwan, qui, elle, cette petite Chine, qui elle a plutôt bien géré la crise, a informé l'OMS, est apparue subitement comme justement une autre Chine est possible, c'était Taïwan, et la pandémie a de manière générale très nettement aggravé la tension entre une partie du monde, notamment l'Occident, et la Chine. Mais attention, je dirais que moi ce qui me semble le plus important, c'est que, rappelez-vous ce qu'on disait il y a 18 mois à peu près, qu'il y a énormément de commentateurs en France, à l'étranger, disaient ça y est, maintenant ça va être l'heure de l'Asie, les pays asiatiques, la Chine, le Japon, la Corée et ceux du Pacifique comme l'Australie sont en train de très bien gérer cette crise, alors que nous, en gros, c'était Trump à l'époque, c'était une Europe qui allait pas très bien, nous c'est terminé. Voilà, ça va être vraiment, le Covid va être l'heure du basculement. 18 mois plus tard, personnellement j'étais sceptique, d'ailleurs je l'ai écrit à l'époque, j'étais sceptique, je le reste, je crois qu'au contraire, cette pandémie continue à montrer que la diplomatie
que la diplomatie chinoise est extrêmement pataude et maladroite. D'ailleurs, rappelons que le vaccin chinois qui a été annoncé, les vaccins chinois Sinopharm, qui ont été annoncés, est distribué dans une grande partie du monde en développement, justement pour que la Chine gagne en influence politique, parce que rien n'est gratuit avec la Chine. Ça ne s'est pas très bien passé. Les vaccins sont moins efficaces, c'est factuel, que les vaccins occidentaux. Et la diplomatie chinoise, que l'on disait particulièrement efficace, souvenez-vous, les masques, les respirateurs, etc., finalement, elle ne s'en tire pas très bien. A contrario, moi, ce qui me frappe, c'est que ça a confirmé la capacité de rebond de l'Amérique. C'était l'Amérique de Trump il y a encore un petit peu plus d'1 an. Cette Amérique rebondit politiquement, économiquement, scientifiquement, puisque quand même une grande partie des progrès scientifiques réalisés à partir pour la réalisation des vaccins viennent des États-Unis, et capacité de rebond aussi de l'Europe, qui a montré encore une fois qu'elle était capable, qu'elle ne grandissait que dans les crises, et finalement elle a plutôt bien tenu, elle a grandi encore une fois dans les crises. Donc je crois que finalement, 1 an et demi après le début de la pandémie, cela conforte plutôt ceux qui disent que l'Occident a de beau reste, on va dire, et que la Chine n'est pas encore totalement arrivée. S'y est ajoutée, bien sûr, la question de Taïwan, qui est de plus en plus brûlante, y compris pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le Covid. Bon, mais d'un côté, vous dites que la diplomatie chinoise est assez pataude, Bruno Tertrais, mais la Chine a réussi, par exemple, à éteindre à peu près toute investigation sur l'origine du virus. La Chine a même réussi à faire oublier que ce virus provenait quand même à coup sûr du territoire chinois, quelle que soit son origine. Oui, vous avez tout à fait raison. La diplomatie à l'extérieur, la diplomatie chinoise, bien sûr, est pataude et maladroite. À l'intérieur, le système est extraordinairement efficace. Et je crois qu'il est possible, en tout cas c'est ce que disent beaucoup de scientifiques, qu'on ne sache en fait jamais quelle a été l'origine exacte du virus. Ce qui est certain en revanche, et j'allais dire que ça alourdit un petit peu le casier chinois, ce qui est tout à fait certain, c'est que la Chine a caché énormément d'informations. La Chine a très probablement menti sur beaucoup de choses, et la Chine surtout, et c'est là que sa culpabilité, je crois, est quand même très grande, a retardé la prise en compte de la pandémie. Or, nous savons bien, nous sommes tous devenus des épidémiologistes de comptoir, nous savons bien que quelques jours, quelques semaines, cela compte énormément, et que peut-être qu'avec quelques semaines de plus, quelques semaines d'avance, avec une meilleure transmission dès la fin 2019 d'informations par la Chine vers l'OMS, vers les États-Unis, l'Europe et d'autres pays, peut-être que ça n'aurait pas été aussi grave. On ne va pas reconstruire l'histoire, mais en tout cas, ce qui est attesté, c'est que la Chine a menti et a retardé considérablement, de plusieurs semaines, la prise en compte de l'émergence de ce nouveau virus. On s'en souviendra, dans la mémoire collective, on s'en souviendra, même si on ne saura pas forcément exactement comment le virus est apparu. Même chose sur les pressions chinoises, c'est assez plaisant, une du canard enchaîné, je l'évoquais tout à l'heure. On explique comment l'OMS a renoncé à baptiser le variant actuel variant Xi parce que cela pouvait faire de l'ombre au grand leader Xi Jinping, ce qui montre que dans les organisations internationales, la Chine pèse encore de tout son poids, et notamment dans l'OMS, ce qui n'est pas anodin aujourd'hui, Bruno Tertrais. Oui, cette anecdote effectivement amusante nous rappelle que l'OMS se veut par définition inclusive. Alors on peut lui reprocher d'être trop aimable vis-à-vis de Pékin ou d'autres pays d'ailleurs, mais en tout cas, j'allais dire, c'est son travail d'être la plus inclusive possible. Elle considère qu'elle ne peut pas se permettre de se brouiller avec la Chine. On a vu aussi que lors des envois de missions de l'OMS en Chine, les questions posées publiquement étaient extrêmement aimables pour le pouvoir chinois. Alors qu'encore une fois, l'autre Chine, la petite Chine, Taïwan, elle fait preuve d'une transparence et d'une rapidité de coopération avec l'OMS qui est tout à fait frappante. Mais je dirais que l'OMS, c'est vrai, on le voit encore aujourd'hui, a choisi de ne pas prendre un grand membre de front, et ce membre, c'est la Chine. L'Europe sort-elle renforcée? Alors, on va le voir là aussi avec la question des frontières, puisque Omicron va probablement là aussi créer des tensions pour savoir comment vont être régulés les mouvements et les capacités donc des Européens de se déplacer au sein de l'espace Schengen ou à l'extérieur, Bruno Tertrais.
L'Europe ne s'en tire pas trop mal. Encore une fois, je rappelle que ça a été une excellente surprise. Une surprise, ça n'est pas venu tout seul. Ça a été le travail des diplomaties françaises et allemandes en particulier, de voir que le plan de relance adopté à l'été 2020, c'était quand même une excellente nouvelle pour la capacité de l'Europe à rebondir, à s'adapter face aux crises, ce qu'elle fait à peu près depuis 60 ans. C'est souvent, rappelez-vous, la crise financière, la crise de l'euro, la naissance de l'union bancaire. L'Europe ne grandit que dans les crises. Alors d'abord, l'Europe n'a pas éclaté. Première bonne nouvelle. Alors, c'est pas suffisant. Mais l'Europe commence à s'adapter. L'Europe a aujourd'hui, regardez les quelques annonces de ces derniers jours. C'est Madame von der Leyen qui propose tout de suite, dès qu'Omicron est confirmé, l'apparition du nouveau variant Omicron est confirmée, c'est elle qui propose tout de suite une décision européenne provisoire de suspension des vols avec l'Afrique australe. Alors, je laisse de côté le fait que ce soit une bonne ou mauvaise décision, mais en tout cas, il y a un exemple européen qui est suivi. On a quand même une commission forte qui propose des choses immédiates et qui est relativement suivie. Deuxième initiative, celle dont vous venez de parler, l'initiative des gateways, c'est-à-dire ça ne sera pas des routes de la soie européenne, c'est pas aussi ambitieux. Et puis d'abord, c'est pas contre la Chine, là, pour le coup. Mais deuxième exemple très récent de capacité d'initiative de l'Union européenne de manière peut-être plus forte que ça n'était le cas il y a 5 ou 10 ans. Donc je crois qu'on a une Europe qui a d'autres problèmes, qui a des problèmes internes, mais qui en tant qu'acteur géopolitique, ne s'affirme pas trop mal. C'est souvent très lent, parce qu'on est 27 et parce qu'il faut le consensus, parce qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Mais en tout cas, je crois qu'on a une Europe un petit peu plus forte qu'elle l'était il y a 5 ou 10 ans, tout à fait. Et alors, ce qui est redouté aujourd'hui, Bruno Tertrais, de manière surprenante, tous les Cassandres en matière économique ont eu tort jusqu'ici, en tout cas, et l'effondrement économique, il y avait vraiment des prévisions apocalyptiques, ne s'est pas du tout produit, à ceci près qu'on a donc à la fois cette 5e vague et puis la perspective, je n'ose dire, d'une 6e avec le variant Omicron. Mais en tout cas, les risques ne sont pas écartés, la pandémie n'est pas finie. Est-ce que là aussi, il est possible de tirer des conclusions provisoires ? Au moins une conclusion provisoire. C'est un petit peu comme lors de la crise financière des années 2008-2012, c'est que le système international a une capacité d'absorption des chocs et de résilience qui est sans doute largement supérieure à celle que les prophètes de malheur sont parfois un peu trop prompts à expliquer. C'est ce qui s'est passé lors de la crise financière, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Encore une fois, ce qui me frappe, c'est que même dans une période de grande tension géopolitique, au point où on parle même de découplage partiel des économies chinoises et occidentales, ce qui est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, même dans cette période de tension, de très grande tension, on est capable de repartir à peu près collectivement. En tout cas, le système international tient, l'économie internationale tient. Et je crois que c'est plutôt, j'allais dire, un message plutôt optimiste quant à la capacité des sociétés modernes à s'adapter à quelque chose d'aussi grave et d'aussi imprévu que le Covid. Attention, un gros bémol quand même, on en reparlera peut-être, mais la situation des pays en développement qui n'ont pas pu faire face de la même manière, notamment du point de vue des vaccinations à la pandémie, c'est quand même un gros point noir parce qu'on en paiera tous le prix. Le monde ne s'en sortira que quand tout le monde en sera sorti, si vous me permettez cette formule. On va revenir là-dessus, puisque effectivement, la manière dont le monde n'a été qu'en partie vacciné est probablement le sujet central. C'est par exemple la une du Financial Times, on y reviendra dans quelques instants, mais d'ores et déjà, ce que l'on peut dire, c'est que les systèmes démocratiques, parce que là aussi, ils étaient beaucoup attaqués, Bruno Tertrais, au début de la pandémie, on expliquait que les dictatures s'en sortaient beaucoup mieux. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, on peut dire aujourd'hui, 18 mois après la pandémie, qu'il n'y a pas un système politique qui est plus apte par nature à gérer une pandémie, un événement aussi grave et aussi soudain et aussi imprévu. Ça, on le sait déjà. Il y a d'énormes incertitudes sur le réel bilan chinois. On sait que la Chine est très efficace pour imposer des mesures extraordinairement rigoureuses dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a un variant ou un nouveau cluster quelque part. On ne connaît pas du tout le réel bilan chinois.
On sait quand même que si l'Amérique, comme le Brésil par exemple, ont énormément souffert, l'Amérique, le Brésil, l'Inde ou d'autres, il y a des pays dont on ne connaît pas encore du tout le bilan. Je pense à la Russie notamment, qui est déjà dans un état démographique assez préoccupant et dont le bilan pourrait être absolument catastrophique, même si, parce que les statistiques officielles ne sont pas totalement crédibles là-dessus. Mais alors, justement, ce qui se pose aujourd'hui de manière éclatante, et le Financial Times le rappelle, il y a un très long article sur la manière dont le vaccin Pfizer s'est imposé dans le monde, pas dans le monde entier justement, pas dans les pays en développement, Bruno Tertrais. Et il y a cette phrase terrible, si tout le monde n'est pas protégé, personne n'est protégé. C'est au fond ce que l'on voit aujourd'hui, puisque la possibilité d'un variant, on en reparlera avec Bruno Lina dans quelques instants, la possibilité d'un variant est probablement favorisée par le fait qu'il existe des populations non vaccinées. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut imaginer une prise de conscience mondiale? Je ne sais pas, par exemple, que le programme COVAX fonctionne enfin. Alors, la formule que vous mentionnez, si tout le monde n'est pas vacciné, personne n'est vacciné, me paraît un petit peu excessive. Parce qu'il y a énormément de maladies chroniques dans le monde, de maladies infectieuses chroniques qui demeurent sans que les pays occidentaux soient particulièrement affectés, en tout cas pas de manière grave et permanente. Ce qui est certain, c'est que il y a eu un effort de coopération internationale en faveur des pays les moins développés, pas simplement par bonté d'âme, mais aussi par intérêt sanitaire, par intérêt économique, exactement pour les raisons que vous mentionnez. Donc l'initiative COVAX, qui est la principale initiative internationale de distribution de vaccins, effectivement, elle patine un petit peu. En tout cas, elle n'a pas donné les résultats escomptés. On va dire qu'en gros, il me semble qu'il y a en gros 2 milliards de doses qui ont été promises par la Chine ou via COVAX, ou 1,8 milliard, quelque chose comme ça, et que sur ces 2 milliards, il y en a pas la moitié qui ont été distribués. Et c'est vrai aussi que c'est frappant de voir qu'il y a une coïncidence parfaite entre le niveau de développement d'un pays et la propension de sa population à être vaccinée. Donc très clairement, l'inégalité vaccinale reproduit parfaitement l'inégalité économique. Alors pourquoi est-ce que COVAX et la distribution internationale, ça ne marche pas si bien que ça? Alors il y a eu des problèmes de production, il y a des problèmes administratifs, il y a des problèmes financiers, il y a tout un tas de problèmes, d'explications derrière cela. Mais vous savez, j'ai envie de rappeler une évidence qui ne fait pas plaisir à tout le monde, mais de dire que il est quand même normal que les gouvernements s'occupent en priorité de leur propre population. Dans l'urgence, on s'occupe d'abord de sa propre population. C'est normal, c'est pour ça que les gouvernements sont élus, ou quand ils ne sont pas élus, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais très clairement, on n'est pas allé assez vite, assez fort et assez bien sur la distribution internationale. Il y a aussi des problèmes de stock qui n'ont pas été acceptés. Il y a des pays auxquels on propose de l'AstraZeneca qui disaient « nous, on ne veut pas l'AstraZeneca ». Il y a aussi d'autres problèmes comme la conditionnalité apportée par la Chine qui distribuait Sinovac et Sinopharm. On disait « vous prenez Sinovac et Sinopharm et en échange, ben voilà, on prend ceci chez vous ». Il y a eu ça. Il y a eu le fait que ces vaccins chinois, justement, comme le russe, sont beaucoup moins efficaces que les vaccins occidentaux. Il y a des raisons, je ne dis pas ces bonnes raisons, mais en tout cas, il y a des raisons qui permettent partiellement d'expliquer pourquoi c'est allé aussi lentement. Espérons effectivement que ça va aller beaucoup plus vite dans les 12 mois qui viennent, parce qu'il y a quand même un effet de course contre la montre. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Bruno Tertrais, je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste de relations internationales. On vous doit notamment l'Atlas des frontières, murs, migration, conflits. C'est aux éditions des Arènes. Vous serez rejoint par Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon. Et on va voir quelles peuvent être les réponses adéquates à la fois à cette 5e vague et aux variants Omicron et à cette inégalité vaccinale qui est manifestement l'une des clés aujourd'hui de la nouvelle géopolitique du Covid. 8h sur France Culture. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous poursuivons sur la géopolitique du Covid avec une 5e vague, avec l'apparition d'un nouveau variant baptisé Omicron, notamment en Afrique du Sud. Nous sommes en compagnie de Bruno Tertrais, politologue, spécialiste de relations internationales, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. On vous doit notamment l'Atlas des frontières, murs, migration, conflits aux éditions Les Arènes. Et nous accueillons en duplex Bruno Lina. Bonjour.
Bonjour. Bruno Lina, vous êtes professeur de virologie au CHU de Lyon, membre du conseil scientifique et chercheur au Centre international de recherche en infectiologie à Lyon. Avec une question rituelle. Tout d'abord, Bruno Lina, avez-vous des liens d'intérêt avec des laboratoires pharmaceutiques ? Alors, je n'ai aucun lien d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques qui produisent ou commercialisent des produits de santé qui se lient au Covid. Donc, Et oui, parce que la question est effectivement centrale. On voit avec l'apparition d'un nouveau variant en Afrique du Sud, donc baptisé Omicron, qu'il y a aujourd'hui peut-être urgence, et en tout cas ce qu'explique une longue enquête dans le Financial Times, à vacciner la totalité de la planète, avec une phrase sur laquelle j'aimerais vous faire réagir, Bruno Lina. Si tout le monde n'est pas protégé, personne n'est protégé, qu'en pensez-vous ? C'est une certaine réalité. C'est-à-dire qu'on est en face d'un virus qui a une dissémination mondiale. On est en face d'un virus qui a un profil de virus pandémique, ce qui signifie que à terme, et le terme est très difficile à positionner dans le temps, mais on peut le dire que d'ici, par exemple, 2 ans, toutes les personnes vivant sur Terre auront des anticorps contre ce virus. Et ces anticorps, ce seront soit des anticorps post-vaccinaux, soit des anticorps post-infectieux. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas échapper à une infection ou une vaccination contre la grippe. Contre le Covid. C'est des réflexes qui sortent de temps en temps. Mais il y a aussi la grippe. Oui, mais on en reparlera peut-être plus tard, je ne sais pas si c'est le sujet. Toujours est-il que dans ces conditions, on voit que ce virus aura une capacité de diffusion chez les non-vaccinés, essentiellement, qui va rester importante jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ait réussi à monter cette fameuse immunité collective qui ne va pas faire disparaître le virus, puisque le virus continuera à circuler, mais il circulera sous des formes cliniques beaucoup plus modérées, beaucoup plus atténuées, parce que l'on sait qu'à partir du moment où on est immunisé, avec un bon niveau d'immunisation, les formes cliniques, lorsque l'on est exposé et qu'on fait une infection, deviennent des formes cliniques beaucoup plus bénignes. Et donc, ce virus va continuer à circuler, et c'est justement cette circulation inexorable qui permet de dire que personne ne pourra échapper au coronavirus. Donc, à un moment donné, si on veut pouvoir maîtriser ce virus, il faut effectivement que, dans la mesure du possible, il y ait le plus de vaccinés possible. Et s'il y a des espaces où il y a peu de vaccinés, et c'est un endroit où le virus pourra continuer à se multiplier de façon abondante. Mais alors, question naïve, Bruno Lina, si nous sommes immunisés contre une certaine forme de variant, qu'est-ce qui empêcherait le virus à nouveau de muter et de nous réinfecter ou d'infecter, puisque ça serait un nouveau variant, d'infecter les personnes ? Alors, rien du tout. Parce qu'au bout du compte, si on regarde un tout petit peu ce que l'on sait de l'évolution de ces coronavirus, si on revient un petit peu en arrière, à la fin du 19e siècle, donc c'est quand même assez loin, il y a eu une pandémie avec un virus qui était un coronavirus qui s'appelle aujourd'hui le coronavirus OC43. Ce coronavirus a été responsable d'une épidémie très importante lorsqu'il est apparu, et il est toujours là. Il est toujours avec nous et il est responsable du rhume banal, sauf chez certaines personnes immunodéprimées ou qui présentent des polypathologies pour lesquelles il est de temps en temps capable de faire des formes graves et des SDRA, comme on dit. Donc ce virus, on est en quelque sorte en train de regarder comment il s'est comporté au cours de ces dernières années. Et ce que l'on voit, c'est qu'il a un potentiel évolutif, mais qui est très lent. Il est réel, mais il est lent. Et ces variations antigéniques significatives que l'on peut observer chez OC43 et que l'on pense que l'on observera aussi sur le SARS-CoV-2, elles se font sur une échelle de temps de 10 ans à peu près. C'est-à-dire beaucoup moins rapide que d'autres virus qui circulent aussi et qui évoluent beaucoup plus vite. Donc on aura la possibilité d'avoir, au bout d'un certain temps, des réinfections avec un virus qui sera un vrai variant antigénique avec échappement immunitaire, mais comme on a une immunité qui est à la fois humorale et cellulaire, l'immunité cellulaire est une immunité qui protège beaucoup mieux et de façon beaucoup plus longue contre ces modifications que l'on peut observer chez certains virus, et celle-ci nous protège contre les formes graves. Donc voilà ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va avoir de temps en temps potentiellement des infections bénignes qui ressembleront peut-être à celles de l'OC43, c'est-à-dire un rhume banal pendant l'hiver, qui sera le reflet d'une réinfection. Alors,
Combien de temps ça prendra pour que cette évolution se fasse? Ça, je ne sais pas, par contre. Ce sera peut-être 3 ans, ce sera peut-être 5 ans. Je poursuis avec mes questions naïves, Bruno Lina. Il y a aujourd'hui une nouvelle vague. Il y a aujourd'hui le variant Omicron. Ce variant Omicron, on dit qu'on ne sait rien dessus et néanmoins, il semble y avoir une vague d'affolement. Pourquoi? Est-ce que vous êtes vous-même inquiet? Est-ce que, au contraire, on ne peut pas aujourd'hui conclure quoi que ce soit tant qu'on n'a pas du recul vis-à-vis de ce variant? Alors, d'abord, je ne suis pas inquiet. Deuxièmement, en fait, la réalité est exactement entre on ne sait rien et on sait beaucoup de choses. On en sait un petit peu et on essaye de faire des inférences à partir de ce que l'on sait déjà sur les autres variants. Et une des caractéristiques de ce variant Omicron, qui est donc, comme vous le savez, apparu en Afrique du Sud, c'est qu'il a accumulé très rapidement un nombre de mutations qui sont, pour une part d'entre elles, connues, parce qu'elles ont été observées dans d'autres virus, et une part d'entre elles moins connues, et elles se portent essentiellement sur la protéine de surface, qui s'appelle la protéine de spicule, ou spike en anglais, qui est celle qui est la cible principale des anticorps neutralisants. Ce sont ces anticorps que l'on obtient quand on fait une vaccination et que l'on développe quand on est infecté. Et donc, la question est de savoir, dans les mutations que l'on a observées, qui sont assez abondantes, environ une trentaine de mutations sur l'ensemble de cette protéine, est-ce que finalement, elles vont conduire à ce que la protection immunitaire que l'on avait avec les infections et les vaccinations faites jusqu'à présent continue à protéger? Et là, je ne sais pas répondre à cette question. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que on a un certain nombre de substitutions, de délétions, c'est-à-dire les modifications qui sont observées sur cette spike, qui étaient connues pour d'autres virus, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, lambda, kappa, etc. Et une part d'entre elles entraînait une petite perte de protection immunitaire. Ce virus a presque additionné toutes les modifications qu'on connaissait et qu'on avait observées individuellement dans certains de ces virus. Et donc, on pense que, donc, de fait, la protection que l'on a aujourd'hui, elle est très certainement abaissée par rapport à la référence, mais on n'est pas dans un système où c'est blanc et noir. C'est ce que j'essaie d'expliquer en permanence, c'est-à-dire qu'on gardera une protection résiduelle, et c'est le niveau de cette protection résiduelle qu'il est très difficile d'estimer aujourd'hui tant qu'on n'a pas un certain nombre de données biologiques et d'observations cliniques qui nous permettent de dire si c'est encore 70% de protection, est-ce que c'est 50% de protection? Ça, je ne le sais pas. Et aujourd'hui, est-ce que la solution, c'est de fermer les frontières, selon vous? Alors, en fait, il faut réfléchir en deux temps. Et puis, il faut réfléchir un petit peu plus haut. Premièrement, un constat, on remerciera jamais suffisamment les scientifiques de l'Afrique du Sud d'avoir diffusé extrêmement rapidement l'information sur l'émergence de ce virus. Il faut bien voir que en moins de 3 semaines, entre ce qui est repéré comme étant le premier cas, qui serait de l'ordre de 8 ou 9 novembre, et la diffusion de l'information qui date de jeudi dernier, il s'est passé très peu de temps et on a eu énormément d'informations très vite et nos confrères d'Afrique du Sud continuent à nous apporter des informations. Donc ça, c'est vital parce qu'on voit que ça nous permet de nous préparer, nous, alors qu'on n'est pas encore exposé. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a eu, pour un certain nombre de pays, un repliement extrêmement fort. C'est des pays qui l'avaient déjà fait, l'Australie, Israël, le Japon, qui ont carrément fermé toutes les frontières. C'est leur logique de politique. En Europe, il a été décidé de fermer temporairement un certain nombre de vols venant de ces pays. Mais ce que le Conseil scientifique avait recommandé, c'était en même temps d'accompagner cela de mesures fortes de soutien, à la fois pour la gestion sur place et l'aide au diagnostic et l'aide à la prise en charge de l'ensemble de ces patients pour ne pas laisser l'Afrique du Sud seule en face de ce problème, étant donné qu'il s'agit d'un problème qui touche le monde entier et il faut que globalement le monde entier soit en réaction. Et la dernière chose, c'est que ces fermetures ne peuvent avoir de sens que si elles sont extrêmement courtes. Et l'objectif de ce que j'ai compris de l'exécutif, c'était de mettre en place un certain nombre d'outils qui permettaient d'être mieux préparés pour
suivre ce virus inexorablement. Ce virus va venir en France. Est-ce qu'il va supplanter le Delta ou pas? Personne ne le sait. C'est possible, mais pas forcé, puisqu'on a eu d'autres introductions de virus qui étaient avec le même genre de problème, mais qui n'ont pas supplanté les virus qui circulaient parce qu'il y en avait trop et qu'il y a un effet de barrière lié à ce virus. Donc voilà. Donc je pense que fermer les frontières sur le long terme n'a pas de sens, parce que de toute façon, on n'échappe pas à une diffusion épidémique du virus, comme je vous le disais, et qu'on peut avoir à un moment donné l'objectif de créer une situation qui permette à l'intérieur d'un pays, en freinant un tout petit peu l'entrée de ces virus, parce que ça ne fait que le freiner, ça ne l'empêche pas, d'essayer de se préparer un peu mieux pour avoir une meilleure réponse. Qu'en pensez-vous, Bruno Tertrais? Deux remarques. D'abord, ce que disait le professeur Lina à propos de l'Afrique du Sud est tout à fait remarquable parce que ça permet de faire le contraste justement avec l'attitude de la Chine au début de la pandémie. Moi, ce que je note, c'est que l'Afrique du Sud s'est comportée de manière exactement inverse de celle de la Chine en début 2020, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud a donné toutes les informations qu'elle pouvait très tôt au bénéfice de la communauté internationale tout entière. Alors, s'agissant des frontières, c'est un petit peu la deuxième grande conséquence géopolitique de la Covid, c'est après le raidissement entre la Chine et une grande partie du reste du monde, c'est la revalorisation des frontières. Cette revalorisation, elle était déjà en cours. Bien sûr, on en parle à propos des trafics, on en parle énormément à propos de l'immigration. Et hier soir, d'ailleurs, dans le débat des Républicains, on en a encore beaucoup parlé des frontières. Et c'est vrai qu'on a quand même assisté à quelque chose d'assez inouï. À l'été 2020, je crois que c'était 160 pays, donc les 3/4 des pays du monde, qui avaient pris des mesures de fermeture totale ou partielle. À ce sujet, on ne ferme jamais totalement une frontière. Une frontière étanche, c'est physiquement impossible. Elles sont plus ou moins fermées, plus ou moins bien contrôlées, parce que c'est le deuxième point. Il y a des pays pour lesquels c'est beaucoup plus facile, il faut quand même le rappeler. Quand on parle de l'exemple australien ou japonais, etc., je vous rappelle quand même que ce sont des îles ou des archipels. Quand on parle de l'exemple israélien, il faut quand même rappeler que 90% des entrées en Israël, c'est pas un seul point d'entrée, c'est l'aéroport Ben Gurion. Donc c'est quand même beaucoup plus facile pour certains pays que ça n'est par exemple pour les pays européens qui ont des frontières très longues, multiples et qui sont très interdépendants les uns des autres. C'est pour ça que en Europe, la question de la frontière, quand on la pose du point de vue commercial, du point de vue sanitaire, du point de vue sécuritaire, ça n'a vraiment de sens que si on parle de la frontière extérieure de l'Europe. Mais en tout cas, ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point, justement, la pandémie est venue après le terrorisme, après l'immigration, la troisième grande raison, entre guillemets, bonne ou mauvaise, ce n'est pas mon propos, de revaloriser ces frontières et dans lequel l'Europe intérieure ou extérieure. Je précise quand même que, encore une fois, que la fermeture totale des frontières est absolument impossible, que le professeur Lina parlait à propos du virus de mesures de freinage. Mais c'est exactement comme pour les trafics ou les questions sécuritaires. On limite, ou comme l'immigration illégale, on limite. On ne ferme pas, c'est impossible, mais on peut limiter, on peut freiner. Et je dois dire qu'effectivement, la différence entre les fermetures de frontières sanitaires et sécuritaires, c'est que il faut le faire extrêmement tôt, comme ça a été rappelé, pour que ça ait un impact, puisque, bien sûr, on le sait tous maintenant, il suffit de quelques personnes pour créer ensuite un cluster, ça va être très vite. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'on peut comprendre la décision des pays européens de limiter provisoirement, mais très vite, à titre conservatoire, une partie des liaisons, en l'espèce aérienne, avec les pays d'Afrique australe. Bruno Lina, vous venez de nous dire que les scientifiques sud-africains avaient étudié ce variant depuis 3 semaines déjà. Est-ce qu'ils ont des conclusions provisoires sur son agressivité, par exemple ? Ils ont Alors, c'est très provisoire et c'est surtout très préliminaire. Parce que la situation est particulière et elle est un petit peu différente de celle qui est en Europe. Je vous explique. Ils étaient dans un creux épidémique. Ils étaient dans une période où le virus ne circulait pratiquement plus. Ils n'avaient que quelques cas. Et ensuite, ils ont eu un certain nombre de foyers qui ont émergé avec ce virus Omicron. Et c'est plusieurs endroits en Afrique du Sud où ce virus est apparu en même temps. Donc, en fait, il est probable que si jamais c'est une personne qui est à l'origine de ce virus,
vous savez qu'on a l'hypothèse qu'il s'agit d'une personne qui présenterait un certain niveau d'immunodépression et qui aurait une infection qui aurait duré longtemps, ce qui est la situation qui permet au virus d'évoluer et d'accumuler toutes ces mutations, parce que c'est très anormal que ce virus, d'un seul coup, acquiert autant de mutations. Donc c'est probablement ce qu'on appelle une infection cryptique, silencieuse, qui s'est faite chez un ou plusieurs immunodéprimés, qui a conduit à l'apparition de ce virus. Et il y a eu plusieurs foyers, donc, et les premiers signaux qu'ils avaient, c'est que ça touchait plutôt des populations jeunes, mais ça, à la limite, c'est normal, puisqu'en Afrique du Sud, la moyenne d'âge est beaucoup plus jeune qu'en Europe. Ça touchait essentiellement des personnes non vaccinées, mais le taux de vaccination en Afrique du Sud est bas, il est de l'ordre de 25%. Ça se faisait dans un contexte où ça a été très rapidement visible, parce qu'il y avait peu de circulation du Delta, et qu'ils avaient le sentiment qu'il n'y avait finalement pas de dangerosité avec ce virus, qu'il était peut-être un virus qui donnait des formes plutôt bénignes. Mais de nouveau, comme la population touchée était des plus jeunes, c'est très difficile d'avoir des certitudes là-dessus. Donc moi, je serais extrêmement prudent, non pas pour tirer une sonnette d'alarme, mais pour dire, faisons attention de ne pas surinterpréter des données qui seraient, et je l'espère qu'elles continueront à l'être rassurantes, jusqu'à ce qu'on ait un petit peu une vision un peu plus large sur un nombre de cas significativement important pour qu'on puisse vraiment tirer des conclusions. Mais donc ils nous disent beaucoup d'évolution, de l'échappement immunitaire vis-à-vis d'un certain nombre de personnes, mais il y a très peu de vaccinés, il y a eu un peu des réinfections chez des personnes infectées. Pas trop de formes graves, même s'il y en a quand même un petit peu. Donc, vous voyez, ça souffle un petit peu le chaud et le froid. Et si l'on poursuit cette fois-ci en Europe et en France en particulier, cette 5e vague, avec des cas de contamination qui augmentent de manière très rapide, que vous inspire-t-elle, Bruno Lina ? Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en pratique, on avait un certain nombre de modèles qui avaient été discutés, et notamment les modèles de Simon Kochmès, qui prédisaient qu'il y aurait une vague épidémique pendant cet hiver et au cours du mois avec une montée au cours du mois de décembre et un pic vers le début janvier. C'est la conjonction d'un certain nombre d'événements. Premièrement, on a un virus qui est extrêmement contagieux, je parle du virus Delta. On a deuxièmement des conditions climatiques qui favorisent la transmission du virus et tous les ingrédients pour faire une vague épidémique étaient là en place. Et comme on a eu une reprise épidémique très précoce qui s'est faite dans l'est de l'Europe dès le mois d'octobre, fin septembre, début octobre, il y a eu par glissement progressivement une vague qui s'est déplacée de l'est vers l'ouest de l'Europe. Et il y avait aussi un gradient nord-sud qui fait que pendant un certain temps, on a été protégé parce qu'il y a malgré tout un usage assez régulier des mesures barrières, des mesures d'hygiène par les Français. On voit à quel point, en comparaison d'autres pays, le port du masque et la distanciation sont appliqués en France, beaucoup plus que dans d'autres pays. Il y a immanquablement aussi l'utilisation du pass sanitaire qui freine la diffusion du virus, puisqu'il y a un certain nombre d'espaces clos où finalement il y a peu de personnes immunologiquement naïves et ou infectées qui peuvent se retrouver en même temps dans ces espaces, même si on sait que ça ne fait que réduire le risque, ça ne le met pas à zéro. Mais toutes ces petites actions-là ont permis d'avoir finalement un certain retard au démarrage de l'épidémie. Mais cette épidémie, elle était annoncée. Ce qui est par contre quelque chose où on a encore potentiellement un impact, c'est sur sa taille. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais en Autriche et dans certains pays comme les Pays-Bas ou la Belgique, le taux d'incidence est extrêmement élevé. Hein. On parle de plus de 1000 cas pour 100 000 habitants par semaine, parfois même 1500. Donc c'est des taux qui n'ont jamais été vus. Ça, c'est la conséquence directe du Delta qui est très très transmissible et peut-être d'un certain défaut de vaccination. Mais malgré tout, ce que l'on sait, c'est qu'on est sur
des mesures potentielles qui, si elles sont ajoutées, et qui sont des mesures simples, on ne parle pas de confinement, pas du tout, on parle vraiment de mesures comportementales, de renforcement d'hygiène des mains, de meilleure application de l'utilisation du masque, eh bien, elles peuvent avoir un impact extrêmement important. Et de nouveau, les modèles, qui ne sont que des modèles, disent que si on arrive à mieux contrôler la diffusion du virus par toute une série de petites actions comme ça, on a un impact qui peut être très important sur la taille de l'épidémie et ça permettrait de passer un cap beaucoup plus vite avec un pic beaucoup moins élevé. Votre réaction, Bruno Tertrais? Moi, je m'interroge sur l'effet politique que vont avoir certaines mesures extrêmement drastiques que sont prises par des pays comme l'Autriche, qui a été mentionné tout à l'heure, et qui sera probablement, à mon avis, suivi par d'autres, pas forcément, et je ne pense pas en France, mais quand on parle de confinement des non-vaccinés, quand on parle de vaccination obligatoire, là, je crois qu'on va entrer dans des types de mesures, et là encore, je parle de l'international, je ne parle pas du tout de la France en particulier, qui vont être perçues, à tort ou à raison, comme une validation de ceux qui craignaient une dérive autoritariste des gouvernements occidentaux ou autres. Et je crois que ça va vraiment consolider cette résistance qu'on voit à peu près, il y a des seuils de 10 à 15% dans la plupart des pays occidentaux, il y a une résistance totale au vaccin qui se double d'une volonté presque de se séparer, d'assumer, de se séparer du reste de la société. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences politiques dans les pays européens? Je crois que c'est un vrai sujet d'interrogation au fur et à mesure que certains pays, on a parlé de l'Autriche encore une fois, mais à mon avis il y en aura d'autres, vont imposer des mesures qui vont être, à tort ou à raison, perçues comme un cran plus loin dans l'autoritarisme, entre guillemets, des sociétés modernes. D'où la question suivante, Bruno Lina, faudrait-il en faire plus pour la France? Alors, vous avez en partie répondu, mais si le nombre de cas augmentait, d'abord, est-ce que c'est plausible au vu du taux de vaccination? Et ensuite, faudrait-il revenir aux heures sombres du confinement ou du couvre-feu, Bruno Lina? Alors, ce type de décision, moi, je ne les prends pas et je ne donne pas mon avis là-dessus parce que c'est des décisions qui sont éminemment politiques et ça dépasse totalement mon domaine de compétence. Pour ce qui est de la circulation du Delta et de la vaccination, il y a un vrai enjeu parce que ce dont on se rend compte, parce qu'on apprend en marchant et on apprend au fil de l'eau, c'est que ce que l'on pensait être un schéma de vaccination qui pourrait protéger de façon relativement durable, c'est-à-dire 2 doses, eh bien, est un schéma de vaccination qui manifestement est un schéma incomplet. Et donc, d'où l'intérêt de faire, et la nécessité, je dirais même, de faire cette dose de rappel qui va permettre de remettre en quelque sorte un niveau de protection qui est celui que l'on espérait et que l'on avait observé quelques semaines après l'injection de la 2e dose dans la population française. On avait des taux de protection qui étaient extrêmement élevés. Et l'enjeu, en fait, est d'arriver à remettre cette immunité à ce niveau très haut au moment où le virus Delta circule, parce que ça va faire partie justement de ces fameux petits ajouts qui, en l'occurrence, va être extrêmement significatif pour contrôler la circulation du virus. Il est clair aujourd'hui qu'une personne qui a une revaccination qui a été faite avec cette 3e dose est un frein à la diffusion du virus, beaucoup plus qu'une personne qui a une vaccination qui ne comporte que 2 injections et dont la 2e injection date d'il y a plus de 5 mois. Donc c'est le niveau de protection individuel et collectif doit être augmenté et sera augmenté par les rappels vaccinaux qui sont en cours et ça va, je pense, atténuer le pic de l'épidémie si jamais on arrive à aller suffisamment vite. Bruno Tertrais, on voit en tout cas qu'il y a une dimension politique importante. Bruno Lina vient de nous le rappeler au sujet de la décision de reconfiner ou non. Ce ne sont pas que des questions scientifiques. Oui, là je vais prendre ma casquette de politologue appliquée au contexte politique français. Je crois que d'une certaine manière, il est heureux pour Emmanuel Macron que nous ne soyons pas dans des situations où la question du reconfinement puisse se poser. Je crois que c'est
totalement exclu à ma connaissance, parce que justement, rien dans le contexte sanitaire ne permettrait de justifier ce type de mesure. Autrement dit, sauf erreur de ma part, on n'est pas du tout dans des situations que je dirais à l'autrichienne, par exemple, où c'est tellement grave et la vaccination n'est pas suffisante à un point qu'on est obligé de prendre des mesures tout à fait drastiques. Ce qui changerait évidemment l'équation de la campagne présidentielle. Non, je crois qu'avec toutes les incertitudes sanitaires que nous connaissons, je crois que du point de vue de la pré-campagne présidentielle que nous vivons, il n'y a pas de raison de penser pour l'instant que la situation sanitaire ait un impact plus fort que ce qu'elle a eu jusqu'à présent, c'est-à-dire que globalement, il y a plutôt une validation des choix présidentiels, et c'est vrai qu'il faut dire que le gouvernement français et le président peuvent dire à juste titre, regardez, on a commencé lentement, mais ça a été le lièvre et la tortue. Maintenant, on a une des meilleures couvertures vaccinales au monde, et si la France passe à peu près bien cette 5e vague, je crois qu'on pourra dire que très probablement le président Macron et le gouvernement en bénéficieront politiquement. En tout cas, il n'y a pas de coût prévisible pour l'instant des derniers développements sanitaires pour le président. Sur le plan sanitaire, cette fois-ci, Bruno Lina, on vous a entendu tenir un discours plutôt rassurant jusqu'ici, à ceci près que vous évoquiez l'importance d'avoir une 3e dose de vaccin. Oui, absolument. Alors, il reste quand même, il y a deux dimensions. Il y a la dimension nombre de cas, sévérité des cas, où effectivement, si on compare un petit peu ce qui a pu se passer au cours des vagues précédentes et ce que l'on est en train d'observer jusqu'à présent, cette vague se passe globalement mieux. Mais on doit le placer dans le contexte aujourd'hui où, malgré tout, il reste un certain nombre de patients qui vont faire des formes nécessitant une hospitalisation et des séjours en réanimation. Et là, très objectivement, on voit bien que les personnels soignants sont dans une espèce de fatigue liée à la chronicité et au fait on revoit de façon infernale réapparaître ces patients. Et c'est la 4e fois que, de nouveau, il y a une vague d'hospitalisation et d'admission de ce type de patients. Et ça, c'est moralement extrêmement compliqué parce que ils ont en mémoire comment ça s'est passé au cours des 3 premières vagues, qui étaient celles qui vraiment étaient les plus impactantes. Et c'est désespérant pour les soignants de voir, dans le contexte actuel, de nouveau recommencer ce mécanisme infernal. Et voilà, donc tout ce qui peut être fait pour accompagner au mieux ces soignants est quelque chose qui est vraiment très très important. Merci Bruno Lina. Je rappelle que vous êtes professeur de virologie au CHU de Lyon. Merci à Bruno Tertrais. Vous êtes politologue spécialiste de relations internationales et vous avez notamment publié l'Atlas des frontières, murs, migration, conflits aux éditions Les Arènes.